Bonjour Men, une émission qui se concentre sur l'actualité des immigrés et des communautés hautes dans le Maine. Nous voilà avec une nouvelle édition, Jean Hakuziman au micro. Dans cette émission, nous allons nous focaliser sur la région de l'Est de l'Afrique, confrontée aux conséquences des inondations causées par le phénomène El Niño. Nous serons au Kenya et au Burundi. Et puis au moment où nous nous préparons pour la célébration de la Journée mondiale des réfugiés, dans ce mois de juin, nous allons parler aux réfugiés des pays d'Afrique. Bienvenue. This program is sponsored by Maine Humanities Council, a statewide nonprofit that uses books, poetry, and big ideas to bring people together to discuss issues of importance. Maine Humanities Council offers facilitated discussion projects, speaker events, grant funding, and more. Maine Humanities Council would love to work with you to bring programming into your organization and your community. Please visit mainehumanities.org to learn more. Vous êtes les bienvenus dans cette émission sponsorisée par Maine Humanities Council. La région de l'Afrique de l'Est est confrontée aux conséquences des inondations causées par le phénomène El Niño. Le Kenya reste le pays le plus touché avec plus de 200 morts. Le président William Ruto a déclaré le vendredi 10 mai, jour férié, pour honorer les vies des personnes emportées par les inondations. Et le ministre en charge des Affaires intérieures, Abraham Kithure Kindiki, a annoncé que les inondations tuent plus que les attentats terroristes au Kenya. Hassan Bahati est un habitant de la capitale kenyane, Nairobi. Il a confié à Mujambo Africa la situation qui y prévaut. La situation actuelle d'inondation à Nairobi, c'est très grave. Pour le moment, il y a beaucoup de pertes de maisons. Les gens sont devenus comme les réfugiés pour le moment. Il y a l'érosion qui arrive. De façon surprise, il y a beaucoup d'inondations. Même la route, ils sont déjà inondés. Tu vois que les maisons sont déjà parties. Il y a beaucoup de gens qui pleurent parce qu'ils disent que leurs enfants, ils sont perdus. Les gens sont déjà noyautés. Donc, c'est la situation de pleurs. Il y a beaucoup de l'eau, on ne sait pas la finale, c'est quoi. En République démocratique du Congo, la province du Sud Kivu dans l'Est est parmi les plus affectées. La ville d'Uvira se trouva dans cette province et littéralement submergée par les eaux du lac Tanganyika notamment. Le comptable en chef de la ville alerte les taxes et impôts ont sensiblement diminué. La majorité des commerces ayant fermé. Écoutez plutôt Pascal Chabani. Vous voyez, la montée en puissance des eaux du lac Tanganyika a causé d'énormes dégâts et sur le plan économique, et sur le plan social, et sur le plan humanitaire. Et donc, il y a eu des dégâts importants dans la ville ici et qui font qu'aujourd'hui, nous sommes en train de connaître un manque à gagner important. Prenons d'abord la destruction des hôtels, des grandes marques de la ville ici. Ces hôtels qui étaient construits juste le long, dans les littorales du lac, sont tous engloutis aujourd'hui par les eaux du lac Tanganyika. Et ces hôtels-là faisaient la fierté de la ville. Hôtel Bahari Beach qui a fermé, carrément. Il y a Flat Lodge qui a fermé aussi. Il y a Papa Kankezo qui a fermé. Et il y a Eden City qui a fermé, et l'eau continue à monter. Je crois même l'hôtel Susanna est en train d'être touché légèrement avec cette puissance en montée de ces lacs-là. Donc vous voyez que les eaux sont en train de monter et d'envahir même les maisons d'habitation de la population. Maintenant, sur le plan économique, si on peut parler d'abord de cet aspect-là, il y a déjà un manque à gagner. Les touristes, ils ont du mal à venir ici. Les investisseurs ont du mal à venir ici parce qu'ils n'ont pas où s'installer. Alors, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il y a les ports. Tous les ports que nous avons ici et qui facilitent les entrées de marchandises en provenance de l'étranger ou même en provenance d'autres provinces ici, posent déjà problème. L'exemple, c'est les ports de Olga, là où les Chinois venaient entreposer les ciments, et le quai de ces ports-là a cédé. Aujourd'hui, ils sont en train encore de voir comment réhabiliter ça. Et même les bateaux arrivent difficilement, ils accostent difficilement.
Et cela pose problème parce qu'il y a des pressions de marchandises, par exemple. Quand il y a des chargements de marchandises, il y a certaines marchandises qui sont abîmées, qui sont noyées. Il y a par moments les déchargements là-bas qui se font dans l'eau même. Et donc, c'est déjà un problème. Il y a les ports de Touché, les ports de Kalundu, notre port public. Il y a les ports de Mayaka Touché également. Il y a même les beach Maendeleo Touché. Il y a même les ports de Kidogué. Donc, tous les ports, le long du lac Tanganyika ont été touchés par cette montée en puissance de ces lacs-là. Et tout ça constitue déjà un frein. Parce que les marchandises entrent maintenant difficilement. Pour les chargements et les déchargements, les coûts doivent nécessairement monter. Parce que quand on doit, pour décharger la marchandise, faire d'abord les lacs à une certaine distance, c'est déjà un problème. Pourtant, quand les bateaux accostaient directement, les déchargements se faisaient directement des bateaux et dans les dépôts. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce que tous les dépôts sont envahis, sont engloutis. Et donc, le déchargement se fait directement du bateau vers les camions pour les destinations maintenant à l'entreposage. Et donc, c'est vraiment un problème qui touche justement, comme vous voulez le dire là-bas, la structure de prix doit normalement changer parce qu'il y a déjà beaucoup d'acrobaties qui se font pendant ces opérations là-bas. Voilà. Au Burundi, c'est l'ONU qui parle. Dans une déclaration du 16 avril dernier, la représentante du système des Nations Unies au Burundi a indiqué que plus de 2000 personnes sont affectées, plus de 20 000 États sans abri. Violette Kenyana Kajoma a appelé les partenaires du Burundi à l'appuyer pour qu'ils puissent faire face aux conséquences des inondations causées par El Niño. Le Burundi fait partie de 20 pays les plus vulnérables au monde sur le changement climatique et les fortes précipitations dues au phénomène El Niño provoquent de graves inondations liées au débordement des rivières et la montée des eaux du lac Tanganyika. De plus, les glissements de terrain, le vent violent et la grêle continuent d'exposer la communauté aux différentes vulnérabilités. La combinaison de ces aléas climatiques a occasionné des pertes de vies humaines, des déplacements internes des populations, des destructions de champs de culture, des moyens de subsistance, des habitations et des infrastructures socio-économiques. Entre septembre 2023 et le 7 avril, 203 000 personnes ont été affectées selon les matrices de suivi de déplacement qui est appuyée par l'OIM. En plus, 19 000 habitations et 209 salles de classe ont été détruites. Le nombre de personnes déplacées internes a également augmenté de 25% pour atteindre plus de 98 000 personnes. Pour la même période, le secteur de sécurité alimentaire a plus de 40 000 hectares de champs de culture détruits. Actuellement, les prévisions météorologiques saisonnières fournies par l'Institut géographique de Burundi pour la période allant de mars à mai 2024 indiquent que les précipitations attendues seraient sensiblement au-dessus de la normale climatologique et risquent d'aggraver la vulnérabilité ainsi que l'exposition des communautés, de leurs biens, des infrastructures socio-économiques et de l'environnement. Pour répondre aux besoins prioritaires des personnes touchées et renforcer la résilience communautaire, le gouvernement de Burundi, avec l'appui de ses partenaires, a mené une série d'actions d'anticipation et de réponse, dont entre autres la fourniture de semences, le transfert monétaire, la distribution de vivres et non-vivres et l'assistance médicale et appui à l'accès à l'eau et hygiène et assainissement. Malgré tous ces efforts, adaptation et réponse aux effets de ce phénomène El Niño, le gouvernement de Burundi et les acteurs humanitaires et nous, les partenaires, entre autres le système des Nations Unies et autres, nous avons besoin de ressources additionnelles pour faire face à tous ces défis croissants en vue d'éviter une aggravation d'impact des inondations, des glissements de terrain, des vents violents et toutes les autres conséquences. Le présent communiqué que nous venons de signer avec le ministre est destiné à faciliter la mobilisation des ressources additionnelles pour appuyer la mise en œuvre de plans de réponse aux effets du phénomène El Niño qui cible 300
000 personnes ont besoin de l'assistance humanitaire. Ce soutien est aussi nécessaire pour l'opérationnalisation du mécanisme national d'alerte précoce multirisque, dont l'initiative nationale a déjà été lancée sous la coordination de cette même ministère et avec l'appui bien sûr des partenaires. Et pour alléger la souffrance des communautés affectées par les effets des El Niño, nous appelons à l'ensemble de la communauté internationale, les partenaires qui ont déjà contribué et ceux qui n'ont pas encore contribué, de contribuer pour les solutions durables pour appuyer la population, éviter les conséquences qui sont prévues, mais aussi répondre aux besoins actuels. Nous exhortons aux partenaires de Burundi d'appuyer le renforcement des capacités institutionnelles surtout et des communautés et de gestion des risques de catastrophes pour limiter le choc des phénomènes météorologiques extrêmes. Depuis, des centaines d'habitants dans la zone de Gatumba frontalière avec le Congo ont été délocalisés. Ils vivent dans une zone à haut risque. Un expert en environnement et aménagement avait alerté pour les pays riverains du lac Tanganyika de leur niveau de l'eau sensiblement monté suite notamment aux inondations. C'est un des niveaux les plus dangereux cette année. Une situation qui s'était produite pour la dernière fois en 1964. Et au moment où nous nous approchons du mois de juin, réservé aux réfugiés, nous revenons sur les défis auxquels font face les réfugiés de la région est-africaine surtout. Ils disent faire face à d'énormes difficultés, entre autres l'insécurité, le manque d'assistance ou sa diminution. En Tanzanie, en plus de problèmes d'ordre général partagés entre réfugiés des pays de la sous-région, les réfugiés burundais qui y sont installés sont menacés d'expulsion. Les autorités tanzaniennes ont annoncé qu'ils devront être rapatriés de gré ou de force avant la fin de cette année. Écoutez les réfugiés, les propos recueillis par Kaneza. Nous avons des problèmes par rapport à l'éducation parce que nos enfants n'étudient plus encore parce que le HCR a diminué l'aide. Auparavant, il y avait une aide du HCR pour l'éducation, mais pour le moment, on a suspendu l'aide pour l'éducation. Et les enseignants se lamentent beaucoup plus parce qu'il y a un surnombre dans les classes. Normalement, il y a une classe qui est réservée pour 60 élèves, mais pour le moment, on trouve que cette classe-là est surchargée par rapport à un nombre prévu. C'est ça ce qui est difficile pour que l'enseignant donne, bien même dispense, le savoir entre un nombre qui dépasse 120, 130 élèves, alors que la classe a été réservée pour 60 élèves. Nous demandons que le HCR prenne encore en charge ces enfants de secondaire et encore que le HCR construise encore les salles de classe pour diminuer le nombre qui se trouve dans les classes. Et encore, nous demandons si c'est possible que le HCR peut prendre en charge les enfants de 5 ans, de 4 à 7 ans pour les préparer dans ces langues qui sont inhabituelles à nos enfants. Les défis au camp sont vraiment nombreux. Il y a d'abord des défis sécuritaires. Les services secrets burundais s'infient, bien sûr en collaboration avec les autorités tanzaniennes. Les services secrets tanzaniens contrôlent les camps de réfugiés comme s'ils contrôlent les provinces du Burundi. Du fait que nous vivons à quelques kilomètres de la frontière. Il y a eu des arrestations, des kidnappings, et nous vivons dans la peur permanente d'être arrêtés ou d'être kidnappés. À cela s'ajoute le défi économique. Les réfugiés qui vivent en Tanzanie n'ont pas le droit à quelconque activité génératrice de revenus. Il n'y a pas ici de marché. Même se déplacer à vélo, c'est un problème. Cultiver, c'est un délit. Économiquement, nous vivons une situation catastrophique. Du fait que aussi le PAM nous donne quelques
quelques kilos de farine, 8 kilos de farine et 2,5 kilos de petits pois pour 28 jours. Vous voyez que c'est suffisant pour un être humain de vivre avec le peu que le PAM nous donne. À cela s'ajoutent des défis sanitaires. Au niveau des postes de santé, on peut passer 3 semaines, un mois, 2 mois sans qu'il y ait des médicaments. Quelqu'un qui tombe malade, il doit s'arranger autrement pour se faire soigner. Et à cela s'ajoute des problèmes au niveau de l'éducation. Nos enfants ne sont pas vraiment bien scolarisés. Les enseignants n'ayant pas le matériel didactique, c'est difficile pour eux de dispenser des cours parce que ils n'ont pas de support didactique pour bien dispenser des cours. Pourquoi ils nous harcèlent? Ils nous harcèlent pour montrer à la face du monde que le pays est stable. Parce que ils sont les parrains du système CNDD-FDD au pouvoir au Burundi. C'est une façon d'aider le CNDD-FDD, de le montrer à la communauté internationale que le Burundi est stable, que les réfugiés rentrent. C'est ça le problème. En fait, ils veulent montrer à la communauté internationale, à la face du monde, que la paix au Burundi, le pays est stable, que les réfugiés, eux aussi, rentrent au pays. C'est ça. Ce qui les pousse à nous harceler. Parce que c'est eux les parrains du système CNDD. C'est le système qui a parrainé le CNDD-FDD. Nous demandons à l'ONU en général, aux autorités onusiennes et au HCR en particulier au plus haut niveau, au niveau de Genève, de plaider pour nous, en s'appuyant sur le rapport des défenseurs des droits humains qui alertent depuis 2015. Il y a beaucoup de rapports, qui ont été rédigés en faveur des réfugiés qui se trouvent sur le sol tanzanien. Parce que nous pensons que les rapports en provenance de la Tanzanie sont biaisés parce que les agents qui sont sur terre sont corrompus par les deux gouvernements. Il faut qu'ils agissent immédiatement. Il ne faut pas attendre parce que demain c'est trop tard. Ils vont sans doute mettre en exécution leurs menaces. Pourquoi? Parce que ce ne sera pas la première fois. Ils l'ont déjà fait en 2012 pour les réfugiés qui se trouvaient dans le camp de Mutabira en Tanzanie. Ils l'ont fait, ils les ont chassés par force. Et ils l'ont fait en 1997 ou 1996 pour les Rwandais qui se trouvaient dans les camps des réfugiés dans la province de Kagera. C'est ce qu'ils nous disent. Et ils vont le mettre en application. Si rien n'est fait, bien sûr, s'il n'y a pas de plaidoirie d'ici et là, ils vont mettre en exécution ces menaces. Ils ne perdent rien, ils vont le faire. Ils vont le faire parce qu'ils l'ont déjà fait. En fait, on vit ici sans rien faire. C'est comme si nous vivons dans une prison à ciel ouvert. Nous chasser, ce sera quelque chose de très facile. Ils vont nous chasser, là c'est sûr. Léopold Charangabo, représentant de l'organisation CPDH, Vicar, qui milite pour les droits des réfugiés, a confirmé à Mujamba Africa les témoignages de ces réfugiés. Il estime que les dirigeants des pays devraient privilégier le dialogue afin d'éviter le déplacement des populations qui devraient contribuer au développement de leur pays. Pour lui, la situation des réfugiés dans la région est oubliée. Les pays partenaires d'IHCR s'étaient focalisés sur les situations en Ukraine et dans la bande de Gaza. Oui, effectivement, la situation des réfugiés dans la région de Grand Lac semble être oubliée. Depuis le début des conflits entre la Russie et l'Ukraine, la tension des partenaires du HCR s'est focalisée sur cette région. En conséquence, nous avons constaté une diminution des aides destinées aux réfugiés. Et un an plus tard, les conflits entre Israël et la Palestine ont éclaté. Actuellement, les réfugiés de la région de Grand Lac se trouvent vraiment dans une situation très précaire. En plus donc de la diminution constatée des rations,
ils ont aussi un accès limité aux soins de santé. Les transferts vers les hôpitaux à l'extérieur du cas sont suspendus. Donc, cela entraîne chaque jour des décès dus au manque de soins médicaux appropriés. Et les écoles ne fonctionnent bien. Certaines organisations communautaires ont fermé leurs portes. En résumé, la situation dans tout le domaine est critique pour ces réfugiés. Actuellement, depuis janvier 2024, la Tanzanie a mis un ultimatum jusqu'à décembre stipulant qu'aucun réfugié burundais ne doit pas rester sur le sol tanzanien. Ils ont même procédé à la fermeture des écoles, centres de santé, pour presser ces réfugiés de rentrer. Les réfugiés dans le camp en Tanzanie vivent vraiment comme des prisonniers. Ils n'ont pas le droit à des activités génératives de revenus, ils ne sortent pas du camp. Toutes les boutiques et les champs de quartier ont été détruits. Donc, à la moindre faute, la punition est d'être embarqué jusqu'à la frontière du Burundi. En général, les réfugiés burundais sont traités comme des prisonniers. Tout cela est dans la boutique de les forcer à rentrer. Ce qui est bien sûr difficile parce qu'il y a beaucoup de réfugiés qui ne peuvent pas retourner à cause de l'insécurité qui règne toujours au Burundi et aussi leur statut. À titre d'exemple, je peux citer les ex-militaires, il y a les politiciens, il y a les manifestants, il y a les défenseurs des droits de l'homme. Donc, ces personnes sont particulièrement visées. La campagne est pilotée par le gouvernement du Burundi, qui se cache bien sûr derrière des relations étroites avec le gouvernement tanzanien. Le mobile derrière cette campagne est de montrer à la communauté internationale que la paix règne au Burundi. Preuve en est que les réfugiés rentrent massivement. Voilà ce que le gouvernement burundais veut. En collaboration avec la Tanzanie, les représentants actuels du HCR sont menacés d'expulsion s'ils refusent de suivre cette cadence. Finalement, le HCR en Tanzanie a dû soutenir cette répression suite à la peur d'être expulsé. Désormais, il est difficile maintenant de différencier le HCR de la Tanzanie si on se base uniquement sur les propos dans des réunions. Les solutions possibles pour résoudre la crise des réfugiés, des gens vulnérables dans la région, proposent d'abord aussi une approche politique qui est le pilier pour mettre fin à ces problèmes. Il suffit que les dirigeants des pays concernés prennent l'initiative de privilégier le dialogue. La contribution internationale joue également un rôle prépondérant dans la diminution des conflits en incitant les parties prenantes à emprunter la voie du dialogue. Effectivement, nous avons souvent rédigé des lettres. Nous avons adressé une lettre au président tanzanien. Nous avons également envoyé des correspondances aux partenaires du HCR. Nous faisons régulièrement des déclarations. Parfois, les réponses ne sont pas directes, mais indirectes. Par exemple, la Tanzanie a cessé de kidnapper les réfugiés. Toutefois, les problèmes de répression persistent. Nous n'avons pas encore reçu de retour sur les mesures prises pour améliorer le niveau de vie. Celui-ci continue malheureusement de décliner. Et voilà, nous sommes à la fin de cette émission et nous vous remercions sincèrement de nous avoir prêté une oreille attentive. Avez-vous une histoire pertinente dans la communauté? Appelez-nous ou envoyez-nous un message à amjambafrica@gmail.com. Je vous invite à la prochaine émission. Prenez soin de vous